Madame, Monsieur, bonsoir. Le revirement de Madrid sur la question sahraoui continue de susciter des réactions. La position affichée par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pourrait-elle lui coûter cher? Son avenir politique est sérieusement compromis. L'Espagne a choisi de sacrifier des relations d'excellence avec ses partenaires de la rive sud de la Méditerranée en prenant position avec le plan marocain contre la légalité sahraoui. On va en parler ce soir avec nos invités qui nous rejoindront par téléphone. Nous avons déjà avec nous en direct Monsieur Carlos Ruiz Miguel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études sahraoui et vous êtes également professeur en droit à l'Université Saint-Jacques de Compostela. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Et monsieur Mohamed Sibachir qui nous rejoint dans un petit instant. Mohamed Sibachir qui est professeur universitaire à Alger. Nous allons tout d'abord parler déjà de ce virage espagnol. Serait-ce une décision risquée, Pedro Sánchez qui soutient désormais Mohamed VI dans sa prise de contrôle du Sahara occidental. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête du premier ministre espagnol pour qu'en pleine crise énergétique, en plus, sur fond de crise ukrainienne, l'Espagne décide de se positionner pour le Maroc dans une question qui relève du droit international, monsieur Carlos Ruiz Miguel? Oui, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête du président du gouvernement. Ce que nous avons bien, c'est qu'il n'a pas discuté cette prise de position dans le gouvernement comme la constitution espagnole lui oblige à faire. Donc il n'y a pas eu des explications officielles publiques. Après, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères au Parlement espagnol donnant des explications qui ne sont pas vraiment acceptable. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision? C'est seulement une spéculation, parce que les raisons qui sont exprimées dans la lettre publiée par l'agence marocaine de presse sont des raisons peu convaincante, à mon avis. Et donc, ça n'est pas une explication suffisante. Donc, comme j'ai dit, c'est la place de spéculation pour essayer à deviner qu'est-ce qu'il s'est passé. Une hypothèse, il y a bien sûr plusieurs hypothèses qui ne sont pas excluantes. Une hypothèse, c'est seulement que le lobby marocain en Espagne, bien sûr, a convaincu le président de que c'était une solution très bonne. Et en fait, la presse la plus proche du lobby avait dit que avant la publication de cet accord, avait fantasmé avec un soi-disant accord qui sera très bénéficié pour l'Algérie parce que l'Algérie pourrait vendre encore du gaz au Maroc. Mais c'est vraiment irréaliste cette explication. Donc, les explications du lobby ont été vraiment incroyables. S'ils ont croyé à ces propres explications, c'est qu'ils n'ont pas le sens de la réalité. Donc, ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse qui n'est pas excluante de la première, c'est qu'il y a eu une pression, bien sûr, marocaine, avec l'immigration illégale, mais aussi cette explication ne nous avère pas, à mon avis, absolument convaincante parce qu'il y a eu une pression migratoire depuis plus d'un an. Le gouvernement n'avait pas pris cette position avant. Oui. Et finalement, nous avons une dernière hypothèse qui c'est une pression de la part des États-Unis qui pourrait être, elle aussi, une
éventuelle explication pour punir en quelque façon l'Algérie, mais à travers l'Espagne. Si cette explication s'avère vraie, les États-Unis ont voulu punir l'Algérie parce que l'Algérie est un pays proche de la Russie. On y arrive justement dans un petit instant, Monsieur Carlos Ruiz Miguel. On va dans un premier temps poser les faits avant peut-être d'aller plus en profondeur dans le sujet. On va peut-être parler maintenant du fait que l'Espagne soit tributaire du gaz dans ses importations à plus de 45%. L'Espagne, est-ce qu'elle a fait le bon choix finalement en sacrifiant ses partenaires économiques pour le Maroc qui, soulignons-le, ne lui offre aucune alternative? Aucune compensation. Oui, à mon avis, c'est un choix absolument désastreux. On a fait, en fait, si on lit la presse économique espagnole, on voit que les milieux d'affaires en Espagne sont plutôt alarmés avec cette décision parce que les milieux d'affaires savent très bien l'importance stratégique de l'Algérie, spécialement dans ces moments. Donc, c'est un choix vraiment inexplicable et en tout cas très mauvais pour l'Espagne. Un choix inexplicable, je reprends vos propos, mais c'est également une décision unilatérale, vraisemblablement. Les autorités espagnoles et les forces vives politiques vont-elles rester les bras croisés justement devant cette décision unilatérale de Pedro Sánchez? Oui, on voit quelques initiatives de plusieurs partis politiques. Je ne sais pas s'ils aboutiront par exemple, à demander ce que, à mon avis, c'est le premier pas pour essayer de minimiser les dommages produits, que c'est la démission du ministre des Affaires étrangères qui a été le prétendu, on pourrait dire, entre guillemets, le cerveau de toute cette opération qui s'est avérée un désastre diplomatique et qu'il sera, à mon avis, un désastre économique pour l'Espagne d'abord, plutôt que pour les Sahraouis, pour l'Espagne. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, je rappelle, vous êtes directeur du Centre d'études sahraoui. Je pense que vous serez le plus à même pour répondre à la question suivante. La question migratoire a toujours existé. Pourquoi ces réactions maintenant ? Je pense que l'Espagne n'a pas voulu ou n'a pas su jouer la carte d'abord européenne et ensuite sa propre carte pour faire face à la migration illégale du Maroc. En fait, seulement en mai-juin de l'année dernière, on a pris une position sérieuse et à ce moment, on a vu que si on fait les choses bien, les choses aboutissent à un succès, que c'était bien sûr la résolution du Parlement européen qui avait condamné le Maroc pour ses démarches avec l'immigration illégale. Donc, l'Espagne n'a pas voulu, ou n'a pas su, ou tous les deux, je ne sais pas, jouer la carte de l'Union européenne pour demander des sanctions économiques contre le Maroc parce que le Maroc reçoit beaucoup de l'argent européen pour contrôler la migration. Et si l'Europe lui donne l'argent
le Maroc ne fait pas son boulot, donc qu'est-ce qu'il se passe là? Nous voyons qu'il y a bien sûr un agissement déloyal de la partie marocaine et ça devrait avoir des conséquences au niveau européen. Bien sûr, au niveau espagnol, il y a plusieurs autres initiatives pour punir le Maroc lorsque le Maroc ne respecte pas ses engagements dans le domaine de la migration. Donc, c'est la faute, bien sûr, du gouvernement espagnol d'être pressionné, pressé par le Maroc, parce que le Maroc agit, mais l'Espagne ne réagit pas. Donc, après, on veut justifier une démarche pour mettre fin à une situation, mais on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire avant de prendre cette décision désastreuse. Et justement, qu'adviendra-t-il d'une telle décision? Juste avant de connaître votre réponse, on va écouter Monsieur Ait Mohoub Mustafa, politologue algérien. C'est difficile de dire aujourd'hui on s'achemine vers quoi. D'abord au Maroc, en Espagne, il y a une situation socio-économique assez précaire, exacerbée par les retombées de la guerre en Ukraine, la cherté et là on a vu il y a des manifestations par rapport aux prix qui ont augmenté, par rapport à l'inflation. Donc sur ce plan, sur ce front, déjà ils ne sont pas stables. En plus, il y a une opposition sérieuse au sein du gouvernement déjà contre cette décision et au niveau du Parlement. Donc de là à dire qu'ils vont désavouer le chef du gouvernement, c'est un petit peu difficile parce que la situation n'est pas assez bonne pour eux pour aller vers cette solution radicale et un changement du gouvernement. Je ne crois pas. Donc on va s'acheminer, de mon point de vue, vers une solution comme celle de Trump, c'est-à-dire une décision qui sera gelée dans l'avenir. D'après M. Ait Mohoub Mustafa, cette décision sera, je cite, gelée dans l'avenir. Qu'en pensez-vous, M. Carlos Ruiz Miguel? Est-ce que cette décision sera finalement suspendue ou opérationnelle? Je ne sais pas. Je pense que si le gouvernement veut opérationnaliser, on pourrait dire, cette décision, il y aura un grand problème, pas seulement au niveau international, au niveau diplomatique, mais aussi au niveau national. Parce que il ne faut pas oublier une donnée qui, à mon avis, c'est très importante, c'est que cette décision a été prise en violation de la Constitution espagnole. Donc, il y a une circonstance qui, au niveau interne, mais qui pourrait avoir éventuellement des conséquences aussi externes, c'est très important. Le président a usurpé les compétences qui appartiennent au gouvernement. En Espagne, dans ce sens, le système n'est pas le même qu'en France ou en Algérie. En Algérie ou en France, le président de la République a l'arche pouvoir pour déterminer la politique extérieure. Mais en Espagne, ce n'est pas du domaine du président du gouvernement de déterminer la politique extérieure. D'après la Constitution, il appartient au gouvernement, c'est-à-dire au Conseil des ministres, où siègent aussi bien les ministres du Parti socialiste que les ministres du Parti de la gauche, Podemos, qui ont avoué qu'ils ne savaient rien. Donc, on a violé d'une façon flagrante la Constitution lorsqu'on a pris cette décision. Et ça doit avoir, bien sûr, des conséquences politiques. C'est ce que je pense. Pedro Sanchez, il faut le rappeler,
était un ancien défenseur des indépendantistes sahraouis. Donc sans prévenir ni ses partenaires de coalition d'extrême gauche d'Unidas Podemos, ni son propre ministre des Affaires étrangères, il a mis fin à 46 ans de neutralité. Est-ce concevable d'après vous, monsieur? Oui, c'est vraiment une erreur historique. Pedro Sánchez, comme vous l'avez dit, il n'était pas connu pour être proche du Maroc. Enfin, en fait, lorsqu'il a été élu, il s'est opposé à l'ancienne présidente du gouvernement régional de l'Andalousie, qui était la candidate du lobby pro-marocain et qui, je vous rappelle, avait été même reçu par Mohamed VI avant d'être élu. Bien sûr, elle ne fut pas finalement élue, mais lorsqu'elle fut candidate à la présidence, à la direction du Parti socialiste. Donc, Pedro Sánchez n'était pas une personne proche du lobby marocain. Mais son nouveau ministre des Affaires étrangères, depuis juillet de l'année dernière, lui, oui, est un ministre qui appartient au cercle de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Zapatero, qui est Moratinos et qui était bien connu pour sa proximité avec le Maroc et pour sa volonté de nuire au peuple sahraoui. Il faut rappeler que c'était ce ministre, Moratinos, qui a été d'accord avec le Maroc pour la déportation de Madame Aminatou Haïdar. Donc, ce ministre, c'est, à mon avis, qui a convaincu le président du gouvernement de prendre cette décision que je pense qui est absolument erronée et qui est vraiment dangereuse et qui aura des conséquences néfastes. Je pense que cette décision va même au-delà de ça. Si l'Espagne reconnaît ou considère que le conflit constitue la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour mettre fin au conflit dans la région, cela signifie que le Premier ministre ne respecte plus la promesse faite par l'ONU d'un référendum d'autodétermination. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on examine le projet marocain de 2007, on voit parfaitement que c'est une initiative qui est absolument contraire à la légalité internationale. Et c'est pour ça que depuis 2007, jusqu'à maintenant, et ils sont passés 15 ans, cette initiative n'a été jamais approuvée par le Conseil de sécurité parce qu'elle est tout à fait illégale. On l'a considérée par plusieurs États comme une base, mais une base, c'est une autre chose. Mais en tout cas, c'est une base impossible parce que la base de ce projet, c'est la négation de la légalité internationale. Donc, les propos du président espagnol sont extrêmement graves parce qu'il a dit textuellement que c'est la base la plus sérieuse. Donc, ça, c'est vraiment incompréhensible du point de vue juridique. Seulement une personne qui est aveuglément alignée avec le Maroc ou une personne qui ignore la légalité internationale peut dire ça. Merci Carlos Ruiz Miguel, vous étiez en direct avec nous. Merci d'avoir été présent et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur du Centre d'études sahraouis, également professeur de droit à l'Université Saint-Jacques de Compostela. Et est-ce que le Premier ministre, on en discutait avec Monsieur Miguel, est-ce que le Premier ministre a calculé les conséquences de cette décision et est-ce que cela va lui coûter son poste? On regarde. C'est une décision qui pose plusieurs problèmes, plusieurs questionnements quant au processus qui ont conduit à sa prise.
C'est une surprise pour tout le monde, d'abord. Je ne crois pas que Pedro Sánchez croyait à un moment que le royaume marocain allait rendre public cette lettre. Il savait que ça allait prendre cette tournure, il ne l'aurait pas fait. Donc lui, il a cédé à un chantage marocain sur l'immigration. En 3 mois, il y a eu plus de 10 000 Marocains, dont un 5e sont des mineurs. Donc le robinet, si on puisse dire, de l'immigration clandestine, le levier a été utilisé à fond par le Maroc. Et aussi, ils ont eu peur, le Premier ministre a eu peur sur la question du Ceuta et Melilla. Donc il a eu peur qu'il y ait une revendication plus accrue et plus explicite du côté marocain, et aussi l'immigration du côté des îles Canaries. Donc c'est ces questions-là qui ont un petit peu précipité la prise de position du Premier ministre. C'est une prise de position unilatérale dans la mesure où ni son parti n'a été informé, ni ses partenaires de la coalition gouvernementale, et encore moins son partenaire stratégique dans la région qui est l'Algérie, son premier fournisseur en énergie. Donc voilà la situation. Et encore, cette prise de position pose plusieurs problématiques. L'Espagne qui carrément dans une position atlantiste en Ukraine, en justifiant sa position par une agression entre guillemets de la Russie qui n'a pas respecté la légalité internationale, elle fait la même chose du côté du Sahara occidental, où elle consacre de fait un fait colonial qui est en contradiction avec la légalité internationale. Et pour continuer à parler justement de cette décision très inattendue, cette décision historique de Madrid, Monsieur Mohamed Si Bachir nous rejoint en direct via téléphone. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, vous êtes professeur universitaire à Alger. Nous avions évoqué, juste avant que vous nous rejoigniez, avec Monsieur Carlos Ruiz Miguel, le virage espagnol, cette décision donc risquée. Nous avons également mis en exergue le fait que le Premier ministre fasse cavalier seul en prenant une telle décision. Maintenant, on va plutôt parler de cette normalisation avec Rabat. Pourquoi cette décision, après quelques années de rupture entre l'Espagne et le Maroc, surtout après l'admission du président sahraoui pour soins contre la Covid-19, les relations se sont détériorées entre les deux pays. Madrid a choisi un rapprochement avec Rabat au détriment du Sahara occidental, un acte jugé irresponsable. Qu'en pensez-vous ? Bon, au-delà du caractère soudain de la décision espagnole, je pourrais dire même qu'il s'agit d'un troc diplomatique, comme l'a si bien dit un éditorialiste algérien hier dans un quotidien. Ce troc, l'Espagne a vu à travers les décisions marocaines d'utiliser sa jeunesse pour aller migrer illégalement vers le Ceuta et Melilla. Ce danger-là, l'Espagne a décidé d'étudier cette décision marocaine en faisant en soi que le troc soit entre la légalisation de l'autonomie soi-disant d'un territoire qu'elle avait colonisé auparavant, le Sahara occidental, au détriment justement de la population sahraoui, et de sa relation stratégique avec l'Algérie, comme l'a dit l'interlocuteur avant moi, le premier fournisseur en énergie de l'Espagne. Ce revirement espagnol ne peut être compris qu'à travers une grille de lecture faite de 2 dimensions. La première dimension, elle est morale. Personne ne comprend comment l'Espagne s'est vue à travers les décideurs espagnols dans le droit d'utiliser la morale politique pour
dire que le Sahara occidental doit être autonome, alors qu'en même temps, il y a deux villes que l'Espagne colonise depuis 4 ou 5 siècles. Il y va de même pour le Maroc d'ailleurs, qui a accepté de troquer un territoire, ces deux villes, Ceuta et Melilla, pour récupérer un territoire qui s'avère, à travers le droit international, l'ONU, la légalité internationale, que ce territoire ne lui appartient pas. La deuxième dimension, elle est sécuritaire. L'Espagne, à travers sa décision, son revirement stratégique, fait régner une menace sur toute la région. Cette menace, elle pourrait elle pourrait se décliner à travers le dossier énergétique, elle pourrait se décliner à travers des relations un peu tumultueuses dans la région, la Méditerranée occidentale. Oui. Cette décision espagnole, elle est lourde de conséquences, que ce soit sur le dossier, sur le volet sécuritaire ou sur le devenir du dossier du Sahara occidental, dont l'Algérie est l'un des meilleurs défenseurs de la cause sahraoui, bien sûr, sur la scène internationale. Monsieur Sibachir, ce troc a coûté finalement sa neutralité à l'Espagne, a coûté sa responsabilité historique du dossier du Sahara occidental. Bien sûr, madame, ce troc-là, comme l'a si bien dit le communiqué de notre ministère des Affaires étrangères, il s'agit d'un revirement parce que personne ne s'attendait à ce que l'Espagne se délaisse de sa neutralité par rapport au dossier du Sahara occidental pour aller vers une décision inattendue, un revirement que l'Algérie a vu comme soudain et bien sûr a pris la décision de rappeler son ambassadeur pour consultation. Cette décision, ce troc diplomatique entre le Maroc et l'Espagne ne peut être vu qu'à travers le volet moral, c'est-à-dire garder la souveraineté espagnole sur deux villes espagnoles et déclarer que le territoire qu'elle avait colonisé auparavant, le Sahara occidental, revenait au Maroc à travers l'autonomie. Et pour le Maroc également, comment se délaisser de deux villes et accepter d'avoir en contrepartie un territoire qui ne lui appartient pas en lisant le droit international, en suivant la légitimité internationale. Et ce troc-là n'est pas un troc diplomatique, mais un troc sécuritaire, un troc énergétique. Et l'Espagne n'a pas calculé, je crois, bien son coût. Et il se pourrait que l'Algérie aille un peu plus loin que le fait de rappeler son ambassadeur. Monsieur Sibachir, aujourd'hui on parle de troquer carrément Ceuta et Melilla. On met Ceuta et Melilla et le Sahara occidental sur le même piédestal aujourd'hui. Il faut rappeler quand même que Ceuta et Melilla n'ont jamais été revendiqués. Ça n'a jamais été un danger. Pourquoi aujourd'hui ? Un danger pour l'Espagne. Justement, pourquoi aujourd'hui ? Parce que je crois le Premier ministre espagnol a essayé de prétexter que la décision espagnole de se délaisser de sa neutralité était pour se mettre sur la même ligne que certains de ses partenaires européens, notamment l'Allemagne et la France, mais le fait et que l'Espagne, à travers cette décision, défend un dossier qui n'est pas défendable parce que décider de se délaisser de sa neutralité par rapport au dossier du Sahara occidental et décider de marcher avec le volet juridique dont la conséquence est l'autonomie prochaine du Sahara occidental, là, l'Espagne n'a pas fait que troquer Ceuta et Melilla, mais a troqué également son devenir de hub énergétique
qu'elle se projette de créer à travers sa relation énergétique avec l'Algérie. Elle a mis ça de côté. Et sa relation stratégique avec son meilleur partenaire dans la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire l'Algérie, en s'alliant avec le Maroc. Le Maroc qui n'offrirait plutôt à l'Espagne rien en contrepartie, si ce n'est garder sa jeunesse qu'elle a utilisée illégalement pour faire peur à l'Espagne d'une immigration clandestine. Les observateurs pensent même que justement ce troc entre guillemets de la Ceuta et Melilla ne serait qu'un faux prétexte. On évoque même une légère pression américaine sur Pedro Sánchez pour qu'il se montre, on va dire, conciliant avec les revendications marocaines. Vous en pensez quoi ? Il se pourrait qu'à travers ce qui se passe maintenant sur le dossier ukrainien, que l'OTAN veuille resserrer un peu les rangs et régler un peu les dossiers en suspens, mais le règlement de ces dossiers ne devrait pas aller au-delà de la légalité internationale, c'est-à-dire se délaisser d'un dossier qui n'est pas un dossier d'autonomie, mais un dossier d'autodétermination d'un peuple sahraoui colonisé par l'Espagne, puis par le Maroc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les pressions américaines. Il se pourrait qu'elles se fassent. Pourquoi ? Parce que il y a d'un côté la décision américaine d'arrêter les livraisons, d'acheter plutôt l'énergie à la Russie, et elle incite, à travers la visite de Biden en Europe aujourd'hui, il tente d'inciter les Européens pour le suivre, et pour cela, il se pourrait que l'Espagne joue un rôle de hub énergétique à travers l'un de ses arguments. D'ailleurs, un journal français a fait ça il y a quelques jours sur ce sujet. Il se pourrait que l'Espagne a tenté, avant la décision sur le dossier du Sahara occidental, a essayé de miroiter aux Américains qu'elle pourrait jouer un rôle dans ce sens. Mais ces pressions américaines, elles viennent au mauvais moment si il s'avère que pression il y a. Oui. Et au moment où le soutien du plan d'autonomie par Madrid continue d'être désavoué par la classe politique et la société civile en Espagne, le journal El País publie l'intégralité du message envoyé par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au roi du Maroc Mohamed VI. Un message on ne peut plus clair dans lequel il lui assure son appui total. Et avec les révélations de ce journal, on comprend que Madrid a bel et bien cédé au chantage, je reprends les mots marocains. Nous le disions à l'instant, le Sahara occidental a été l'objet plutôt d'un marchandage, d'un troc, ou est-ce que c'était plutôt une erreur de calcul de la part du Premier ministre espagnol qui est déjà désavoué par sa classe politique ? Je crois que le message envoyé par le Premier ministre au roi du Maroc, Mohamed VI, je crois qu'en lisant ce message, on ne décèle pas un laisser-aller de l'Espagne à travers ses relations tumultueuses auparavant avec le Maroc, mais plutôt une décision qui a été prise en plus haut, c'est-à-dire au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne. Il se pourrait même que les pressions américaines s'avéreraient, si pression il y a, s'avérerait être un jeu diplomatique de haut vol. Pourquoi ? Parce que peut-être bien que demain ou après-demain, il y a même une réunion à laquelle participerait le Maroc aux côtés de certains pays du Golfe et avec la présence du Premier ministre israélien. Là, les choses sont claires et le jeu est malsain de la part du Maroc, de l'Espagne, de l'Union européenne, et le fait qu'il y ait déjà normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste
Là, les choses vont plus loin que juste la teneur du message du Premier ministre espagnol au roi du Maroc. Et Pedro Sanchez, rappelons-le, qui devra s'expliquer devant les députés la semaine prochaine. Une dernière question, Monsieur Sibachir, si vous me le permettez. Cette décision à 180 degrés, carrément, est-ce qu'elle peut impacter l'avenir de la revendication sahraoui, d'après vous? Pour ma part, je dirais que la revendication sahraoui reste à tout son poids, même s'il y a ce revirement, parce qu'avant ce revirement espagnol, il y a les décisions françaises, américaines et d'autres pays de marcher avec le Maroc sur le dossier de l'autonomie, mais cela n'a pas fait que le dossier sahraoui en pâtit. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoyé international onusien qui va consulter toutes les parties, que ce soit les belligérants, le Maroc et le Polisario, ou l'Algérie qui est un pays observateur dans le dossier. Et même si le Maroc l'Espagne plutôt a fait ce revirement, le dossier sahraoui reste toujours de mise. C'est un dossier onusien, c'est un dossier d'autodétermination. Il y a les décisions de la Cour internationale de justice, je le rappelle. Il y a le plan du référendum en préparation. Il y a la MINURSO qui est présente sur le terrain. Tous ces ingrédients font que le dossier sahraoui reste toujours de mise, reste puissant. Et c'est pas la décision espagnole ou le soi-disant succès de la diplomatie marocaine qui ferait que ce dossier disparaisse parce que c'est pas un dossier flou, c'est pas un dossier illégal, mais c'est un dossier d'autodétermination, de décolonisation de par des décisions onusiennes, internationales et de droit international. Complètement, Monsieur Sibachir. Et juste avant de se quitter, on va écouter l'intervention de Monsieur Ait Mohoub Mustafa sur la sortie de la neutralité pour l'Espagne. On regarde. Sur le plan moral, il y a un problème qui se pose pour l'Espagne, pour les élites politiques espagnoles. Ce problème réside dans le fait que l'Espagne ne s'est jamais acquittée de sa responsabilité historique, celle de puissance administrante, donc sa responsabilité d'organiser un référendum d'autodétermination. Ce que son voisin, le Portugal, avait fait au Timor-Leste. Il a veillé à ce que ce référendum soit organisé. Aujourd'hui, Timor-Leste est un pays indépendant. Eux, depuis le revirement du Premier ministre du temps de Franco, Carlos Arias Navarro, qui est connu comme un Premier ministre d'extrême droite et qui a eu des positions très condamnable durant la guerre civile contre les républicains. Ce type, c'est la personne qui avait signé justement le traité de la honte, le traité de Madrid en novembre 75. Donc c'est toujours cette classe politique qui n'a pas su être en phase avec le cours de l'histoire et qui s'est toujours dérobée de ses responsabilités historiques. On voit aussi que le parti dont issu Pedro Sanchez, qui est le Parti socialiste unifié, il a toujours eu des positions ambivalentes, il faut le dire, depuis Filipo González. Sa position, quand il est dans l'opposition, il est en phase avec sa base, il demande, il exige le règlement de la question sahraoui conformément à l'ONU. Mais dans les faits, une fois au pouvoir, on voit qu'il change de position carrément, et il tergiverse, et il donne l'impression qu'il est dans une neutralité alors qu'il maintient ses relations accrues avec la monarchie marocaine. Et voilà, c'est sur cette intervention que l'on va se quitter. Monsieur Sibachir, vous voudriez peut-être commenter ce qu'on vient d'écouter très rapidement avant de se quitter ?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Oui. D'autant plus que le caractère ambivalent des décisions espagnoles en 75 et ce revirement soudain, ce dernier revirement, où le caractère malsain et l'immoralité de la décision espagnole ne peuvent être commentés qu'à travers la décision algérienne de rappeler son ambassadeur de 1 et de 2, de continuer à soutenir le peuple sahraoui parce que sa cause c'est une cause légitime et l'on ne pourrait que défendre ce droit, même s'il y a ces décisions internationales qui ne vont pas avec, bien sûr, ce que l'on voudrait voir sur le terrain. Et l'Algérie qui vient tout juste de marquer, petite parenthèse, face au Cameroun. J'entends mes collègues à la rédaction hurler de joie. Merci beaucoup, monsieur. Heureux. Oui, merci beaucoup, monsieur Mohamed Si Bachir, d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes professeur universitaire à Alger. Je vous remercie, madame. Merci. Et monsieur Carlos Ruiz Miguel, merci. Vous étiez avec nous en direct. Hein. Vous êtes directeur du Centre d'études sahraoui. Et restez branchés à 24 News tout de suite en direct. Plume du Silla présentée par Imen Merad. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout à l'heure, le journal télévisé à 19h avec Riyad Lahari. Excellente soirée sur 24 News.